Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho. En titre, ils sont nombreux, ils devraient être entre 7 et 9 candidats à la primaire. Une femme, Sylvia Pinel, la présidente des Radicaux de gauche et ancienne ministre du Logement. L'ancien Premier ministre Manuel Valls est candidat, vous le savez, les anciens ministres Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Vincent Peillon. Hors primaire, il y a aussi Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron qui a fait salle comble à son premier meeting. Alors peut-on faire un classement économique de toutes ces sensibilités de gauche ? Bernard Cazeneuve a fait son discours de politique générale. Le nouveau Premier ministre a défendu le bilan économique de François Hollande. Il soutient une Europe ouverte mais pas offerte. Priorité à la lutte contre les travailleurs détachés et à un plan d'investissement européen de 500 milliards d'euros d'ici à 2020. Enfin, la Fed a relevé son taux directeur d'un quart de point. C'est la deuxième fois seulement depuis la crise de 2008. Les améliorations sur le front de l'emploi et une augmentation de l'inflation expliquent ce relèvement. Les marchés ont bien réagi. On en parle tout de suite avec mes invités. Pierre Briançon est avec moi. Bonjour Pierre, chef du bureau de Paris au magazine Politico. Raquel Garrido, bonjour, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle pour La France Insoumise, également auteur du guide citoyen de la 6e République. Et Denis Jacquet. Porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Ah, presque, non. Quel est votre titre exact? Pas loin, disons. Je suis membre de La France Insoumise. Membre de La France Insoumise, d'accord. Et je défends voilà, Jean-Luc Mélenchon à la télé Jean-Luc dans les tribunaux. Voilà. Vous soutenez Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être avec nous en tout cas. Denis Jacquet, cofondateur de l'Observatoire de l'ubérisation, auteur de Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien. Alors, ils seront entre 7 et 9 candidats à la primaire de gauche. Une femme, Sylvia Pinel, présidente des Radicaux de gauche et ancienne ministre du Logement. L'ancien Premier ministre Manuel Valls est candidat. Les anciens ministres Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Vincent Peillon. Hors primaire, il y a tout de même Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron qui a fait salle comble à son premier meeting. Peut-on faire un classement économique de toutes ces sensibilités de gauche? Je vous propose quelques réactions et on en débat ensuite. Imaginez un président de la République qui est battu fin janvier et qui reste président de la République jusqu'au mois de mai, ça aurait été institutionnellement très compliqué. Donc moi, je salue son choix. Il y a eu quand même une certaine fracture quand même. On a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. La primaire, ça doit être aussi l'occasion peut-être de remettre les choses à plat, de remettre de l'ordre dans la gauche. On est persuadé que la gauche a son importance en France avec tout ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'un gouvernement de droite ou d'extrême droite serait la catastrophe. Raquel Garrido, c'est vrai qu'ils sont nombreux, hein, donc pratiquement entre 7 et 9 à la primaire. Hors primaire, Jean-Luc Mélenchon. Mais finalement, Jean-Luc Mélenchon n'est-il pas proche d'Arnaud Montebourg, de Benoît Hamon, si on parle d'un point de vue économique? Pourquoi ne pas participer à cette primaire une fois pour toutes? Alors, la primaire... C'est la même sensibilité tout de même. Bah écoutez, le problème, si vous voulez, c'est que vous utilisez ce mot gauche, et je comprends, c'est un mot qui est utilisé largement, qui est usuel, mais typiquement, on voit sur les questions économiques qu'en fait, ça ne recouvre aucune réalité homogène. Si vous partez du principe, par exemple, que Emmanuel Macron est de gauche... Non, mais je parlais plutôt de Benoît Hamon et d'Arnaud Montebourg, en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido. C'est-à-dire le côté un peu plus protectionniste, politique industrielle. Je vais vous répondre sur ce point, mais je veux quand même noter que si vous trouvez des points communs entre Mélenchon et Montebourg, vous ne pouvez pas trouver de points communs sur le terrain économique entre M. Macron et M. Mélenchon, par exemple, ou encore M. Valls. Donc l'idée même, le postulat de base qu'il puisse y avoir un programme commun de la gauche sur le terrain économique, ça n'existe pas. Parce ou que d'une gauche de la gauche, par exemple. Un candidat au lieu d'en avoir 4. Alors, l'idée de Jean-Luc Mélenchon, justement, c'est de ne pas rentrer dans ces catégories-là, et de considérer que le problème économique que nous avons en France, essentiellement, réside dans le fait que nous, les citoyens, n'avons pas d'abord le pouvoir de mettre en œuvre un programme économique. Le programme économique de Jean-Luc Mélenchon, il nécessite qu'on ait une réappropriation citoyenne du pouvoir, à la fois vis-à-vis des institutions européennes, qui commandent énormément de doctrines sur le plan économique, et à la fois du point de vue de l'oligarchie française. Donc une réforme institutionnelle. Mais est-ce qu'il n'aurait pas plus de chances d'être représenté au deuxième tour de la présidentielle s'il y avait moins de candidats à gauche? Parce que malgré tout, c'est la gauche. Eh bien, je ne crois pas. Enfin, dans les sondages, pour l'instant, il n'y a pas de candidat au deuxième tour. Stéphanie, Antoine, figurez-vous que je pense exactement le contraire. Je pense qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il a des chances sérieuses d'être au deuxième tour, voire de gagner. Parce que la dynamique qui est lancée avec cette campagne de France Insoumise est très forte. Et s'il devait aujourd'hui s'acoquiner avec ces protagonistes de la primaire /congrès du PS, il perdrait énormément de crédit au regard de la grande masse de personnes qui regardent tous ces gens avec beaucoup de circonscriptions
circonspection, parce qu'ils sont responsables d'un certain bilan, ils sont responsables de leur dégoût intime vis-à-vis de la politique. Et donc, ils ne veulent pas que Jean-Luc Mélenchon aille avec eux. À l'inverse, on construit quelque chose de très large qui ne demande pas ce que vous... Donc vous pariez sur le cavalier seul, en fait. Justement, pas seul, puis précisément puisqu'il s'agit des millions de Français qui ne se reconnaissent pas dans cette catégorie-là de gauche et encore moins catégorie PS. Donc, c'est les personnes qui votent blanc, c'est les personnes qui s'abstiennent, c'est les personnes qui peut-être ont des sensibilités humanistes progressistes, c'est vrai, mais qui, en tout cas, n'ont pas un attachement partidaire qui justifie que nous, on passe, par perte des profits, tout ce qu'on a dit pendant 5 ans et qu'aujourd'hui, on fasse cause commune avec M. Valls ou les autres. Pierre Briançon, est-ce qu'il y a finalement... Là, il y a quoi 10 candidats de sensibilité de gauche. Comment les classez-vous économiquement? Vous verriez deux gauches, une gauche plutôt libérale et une gauche plutôt protectionniste. Ils n'ont pas tous des idées en matière économique. Hein. C'est pas qui a des idées, qui n'en a pas? Donc, mais on voit bien, c'est assez frappant que vous repreniez un peu la classification de Manuel Valls, enfin l'ancienne, qui disait qu'il y a deux gauches inconciliables en matière de... Non, je n'ai pas dit que nous, on était une partie de la gauche. J'ai bien compris que vous n'étiez pas une partisane de Manuel Valls aussi. Mais c'est à peu près cette idée qu'il y a les deux gauches irréconciliables. Inconciliables, celle qui veut exercer le pouvoir, qui exerce le pouvoir et qui fait les compromis nécessaire, qui est plutôt centre-gauche, peu importe ce que vous dites. Et là, elle est représentée dans cette primaire essentiellement par Manuel Valls. On ne connaît pas les idées de Peillon parce qu'il a été bombardé là par d'autres sans lui-même... ministre de l'Éducation, sans lui-même l'avoir franchement ni préparé ni planifié. Montebourg, c'est un peu particulier. Montebourg, c'est le vieux patronat français protectionniste, étatiste, un peu ringard des années 60. J'aimerais pas. Et quant aux autres, alors là, c'est inconnu. Alors peut-être Filoche, Gérard Filoche, qui est une espèce de candidat ovni, serait un des plus proches de... Mais l'extrême gauche est une espèce de mouvance tellement bizarroïde... qui vous ne voyez pas une ligne économique en particulier? Participarité progressive, multiple, un parti par leader pratiquement, 3 candidats dont on peut voir les sourires derrière vous, éclatants d'ailleurs. Hamon, Peillon et Montebourg étaient les fondateurs du soi-disant nouveau Parti socialiste il y a quelques années. Donc on s'y perd, je pense que les électeurs s'y perdent en plus. La question c'est, Valls s'est donné comme favori. Est-ce que c'est crédible, son espèce de nouvelle virginité, tentative de s'acquérir une nouvelle virginité comme un homme de gauche, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que Montebourg, alors avec en conjonction, collaboration, coopération ou complot avec Hamon et les autres, arrive à le faire chuter, puisqu'il y a... Ce serait donc Montebourg contre Valls, plutôt. Valls est visiblement devenu, pour une grosse partie du PS, l'homme à abattre, notamment pour ceux qui préparent le coup d'après à 2022. Mais donc, Denis Jacquet, attendez, on va y revenir parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Denis Jacquet, justement, votre sensibilité, vous, c'est plutôt Emmanuel Macron, l'entrepreneur que vous êtes, ou... En fait... Parce que vous parlez d'ubérisation, je veux dire qu'Emmanuel Macron, il parle effectivement d'ubérisation. Bon, c'est pas Valls. Moi, ce que je retiens de la primaire de droite, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, et de la primaire de gauche qui s'arrive, c'est que je n'ai pas entendu de candidat me parler d'avenir. Je vois des candidats qui me parlent de nettoyer le passé. Fillon, je vais nettoyer 80 milliards d'économies. À gauche aussi, donc? J'entends la gauche qui met comment on va revenir sur du social, des acquis sociaux, le passé, sans même réfléchir à ce que peuvent devenir ces nouveaux acquis sociaux pour le futur. J'entends pas parler de digital, qui est juste pour moi un crime politique contre l'humanité. Et le seul qui le comprenne à peu près, effectivement, Emmanuel Macron. Maintenant, Emmanuel Macron a eu un discours l'autre jour assez, les psys appellent ça des injonctions paradoxales. Il y a un petit peu de tout. Il faut quand même que je te mette un petit bout de gauche, 35 heures, etc. Puis un petit bout de libéralisme, etc. C'est pas assez libéral pour vous. C'est assez surprenant dans l'approche. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que personne ne vous parle de comment on construit un nouvel avenir, quelle est la place que vont y occuper les gens. Personne ne vous parle de robotisation, d'automatisation, un candidat moderne, d'ubérisation. Mais c'est même pas une question de modernité, c'est que ça bouleverse la société. C'est la chose qui bouleverse le plus nos vies dans les 20 prochaines années. Vous n'avez pas un candidat pour vous offrir un début de solution de réflexion. Jean-Luc Mélenchon, on ne parle pas vraiment. Mais très vite, Raquel Garrido... Ouh là là, non, c'est pas vrai. Parce que visiblement, vous n'avez pas lu le programme de J'ai regardé un peu tous les programmes. Qui s'appelle Avenir en commun. Donc moi, je vais vous demander juste un petit service, c'est que ne dites pas personne n'en parle. Parce que, en l'occurrence, vous êtes visiblement... Il ne met pas en avant. C'est votre travail de lire les programmes avant de venir à la télé. Il ne met peut-être pas en avant tout de suite. Alors attendez. En l'occurrence, le seul qui a un programme économique écrit,
c'est Jean-Luc Mélenchon. Non, François Fillon. Non. François Fillon aussi. Ces gens là dont vous parlez. De gauche, vous voulez dire. oui. Il y a eu 3000 contributions en ligne, un travail un grand effort de synthèse. C'est un programme qui est novateur, intelligent, adapté à la période. Il s'appelle Avenir. Donc on verra ce qu'il dit sur le numérique. Voilà une belle avocate d'un programme. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais juste avancer dans le débat. On écoute tout de même Manuel Valls qui a parlé du 49.3. Je voudrais vous faire réagir. Je connais parfaitement les effets pervers du 49.3. Je suis très lucide. Et puis j'ai appris. Et puis on prend du recul. Dans la société de la participation dans laquelle nous vivons, son utilisation est devenue dépassée et elle apparaît comme brutale. Donc, je proposerais que, hors texte budgétaire, parce que la nation a besoin d'un budget, je proposerais de supprimer purement et simplement le 49.3. Ça fait partie du programme de Jean-Luc Mélenchon. Ça. Ah non, mais on se pince. Hein. Moi, écoutez, Stéphanie Antoine, vous savez à quel point je suis attachée à la question de la 6e République, à la question de la démocratie. La renaissance constitutionnelle. Comment dire, je prends sur moi pour pas être très en colère, parce que les Français, quand ils allument leur télé, en ont marre de se faire de pris pour des vous ne trouvez pas crédible, quoi, en deux mots. Qui leur mentent. Voilà, mais vous êtes favorable à cette suppression du 49.3. Bien sûr, et d'ailleurs, les Français vont l'obtenir parce qu'on va faire une assemblée constituante. Il a une réserve importante. Le droit de révoquer les élus. Parce que des hommes comme ça, ils méritent de révoquer les élus. Pierre Briançon, parce qu'il nous reste une réserve importante. Je pense qu'il n'est absolument pas crédible. Enfin, cette idée de... Encore une fois, c'est il dit qu'il a réfléchi entre-temps. Oui, et il lit. Il a utilisé d'ailleurs 49 pour le marché du travail. À la radio, c'est une chose, la citation, la petite phrase. Mais vous voyez, quand vous le voyez à l'écran, vous voyez qu'il lit son texte. Il lit exactement ce qu'il dit. C'est un truc qu'il a préparé soigneusement. C'est encore pire d'une certaine façon, parce que dire une exception... Il n'y croit pas vraiment, c'est ça que vous voulez dire. C'est une grosse exception, le domaine budgétaire, premièrement, et quant au reste, il est ridicule. Il l'a utilisé sur les réformes économiques, le marché du travail. L'état de siège, quoi. La loi El Khomri. La loi El Khomri, c'est exactement. Denis Jacquet, très vite, vous concluez. On est dans un pays qui a besoin de réformes, qu'on le veuille ou non, et à un moment donné, le 49.3, c'est pas antidémocratique, c'est le moyen de vaincre des conservatismes, et on ferait bien de le garder. Ça, c'est ce que disait Valls il y a encore 5 jours. Bon, il a changé d'avis, ce qui prouve qu'on a un problème de parole en politique. On est dans le calcul politique avec Valls. Il raconte. Merci à tous les trois. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après le journal. Pour la deuxième partie, on va parler du discours de Bernard Cazeneuve.